C'est notre premier panel politique de l'année 2021 avec Sébastien Bovet, Hélène Buzetti et Christian Dufour. Bonsoir et bonne année à vous tous. Bonsoir, Julie. Merci. Bonsoir. On sent que ça va commencer raide demain, la nouvelle année. Je regardais ça, là, un point de presse annoncé du premier ministre Trudeau à 11h15. On nomme M. Legault à 17h avec M. Arruda et M. Dubé. Sébastien, il va rencontrer d'abord, M. Legault, les partis d'opposition avant de se présenter devant la population. Est-ce que ça commence à sentir une annonce de confinement? Ça commence à sentir probablement une prolongation des mesures qui sont en place en ce moment, peut-être à l'exception des écoles. Philosophiquement, on me disait qu'il y a une volonté ferme au gouvernement de rouvrir les écoles lundi. Maintenant, dans quelles conditions exactement? Est-ce qu'on va faire une différence entre le primaire et le secondaire? Est-ce qu'on va avoir des mesures additionnelles sanitaires dans les écoles pour éviter les foyers de contagion ou les éclosions? Peut-être, oui. Mais donc, philosophiquement, on veut protéger les écoles, on veut que les enfants aillent à l'école physiquement. Pour ce qui est des commerces, à cause du constat ou des statistiques actuelles, 2500 cas par jour environ, il serait surprenant que les commerces puissent rouvrir comme ils l'étaient avant Noël. Christian, on a entendu une experte un petit peu plus tôt là, qui était en entrevue avec nous, Mme Borges de Silva, dire on devrait même aller, comme en France, avec un couvre-feu. Vous pensez quoi d'une mesure comme ça? Moi, je ne suis pas un expert sanitaire. Et je veux dire qu'on entend beaucoup d'experts sanitaires qui sont à peu près unanimes en nous disant qu'il faudrait être plus strict, continuer les restrictions. Donc, j'ai l'impression que c'est à ça à quoi il faut s'attendre, comme Sébastien le dit, avec peut-être l'exception des écoles. Mais au-delà de la dynamique sanitaire, il faut quand même être réaliste. Il y a tout le reste. Il y a toute la dynamique de la santé psychologique, la dynamique des libertés publiques, de l'économie, et c'est très inquiétant. Parce que déjà, les gens sont au bout de leur rouleau. Le dossier là, des voyageurs qui sont allés dans le Sud montre qu'il y a vraiment le phénomène du bouc émissaire qui est en train d'émerger. Dans toutes les périodes de crise de l'humanité où on sombrait dans l'impuissance, l'angoisse, la peur, il y a toujours eu des boucs émissaires. À l'époque, la peste noire au Moyen-Âge, c'était les Juifs, c'était les femmes qu'on considérait comme des sorcières. Je trouve que la haine, parce que le terme n'est pas trop fort, à l'égard des Québécois qui ont eu le malheur d'aller dans le Sud est très inquiétant. Parce que là, dans la mesure où dans les prochaines semaines, on doit s'attendre à ce que ce soit encore plus strict, à ce que les gens soient plus malheureux, plus craintifs, quels vont être les nouveaux boucs émissaires. Donc, pour la dynamique sanitaire, je le répète, je ne suis pas un expert sanitaire, mais il y a tout le reste aussi dont il faut parler qui est très important. Oui. Hélène, en fait, ce que Christian dit, c'est ça, c'est qu'il y a cette fatigue, à un moment donné, les gens deviennent un peu colériques, je dirais, ou un peu la mèche un petit peu courte, là, en réalité. Alors, effectivement, le phénomène des boucs émissaires, il existe, mais il reste que la responsabilité du gouvernement, c'est aussi la santé publique, et parfois, c'est de prendre des décisions qui sont très impopulaires. Ils sont dans une situation, là, autant le fédéral que le provincial, ils sont dans une situation qui est vraiment pas facile, surtout rendue à ce moment-ci de l'histoire, là. Non, c'est pas du tout facile d'imposer ces mesures. Je vais dire, comme Christian, moi non plus, je ne suis pas une experte en santé publique, en mesures sanitaires, mais je me pose la question quand on parle, par exemple, d'un confinement ou d'un couvre-feu radical, est-ce que vraiment ça améliorerait les choses? Il semble que le problème auquel on assiste, c'est le non-respect des règles actuelles. Donc, est-ce que vraiment la solution passe par se doter d'encore plus de règles ou, je ne sais pas comment on ferait ça, mais amener les gens à respecter davantage les règles actuelles? C'est clair, en voyant les statistiques sur le nombre de contaminations, comme le disait votre spécialiste un peu plus tôt à l'émission, que pendant le temps des fêtes, là, le 20-25 décembre, il y a eu des rassemblements. Les gens ont triché. Il y en a eu beaucoup de ça. Il y en a qui ont triché dans le Sud. Et donc, je ne suis pas certaine qu'en mettant une couche supplémentaire, ça va régler les choses. Ouais. Peut-être, par contre, qu'en prolongeant la période, compte tenu que là, on ne sera plus en vacances comme on l'était au temps des fêtes, bien là, on va moins tricher par la force des choses. Et peut-être qu'enfin, ce confinement-là aurait un effet, l'effet qu'on souhaitait se fera sentir plus efficace, en fait, parce qu'il y a des gens qui se disent on est déjà confinés, mais ça ne donne rien. Les chiffres continuent à monter, puis les hospitalisations, ça monte encore. Allez-y, Christian. Oui. Moi, cela dit, je ne suis pas sûr que les gens aient triché à ce point-là durant les fêtes. Peut-être un petit peu comme tel. Ce qu'on constate, c'est que partout dans le monde, on a l'impression que la COVID prend de l'expansion, est de plus en plus dangereuse, quelles que soient les mesures qui sont appliquées. Et on est un peu dans une dynamique où on dirait que c'est toujours plus de restrictions. Comme disent les Anglais, damn if you do,
Damn if you don't. Si les mesures de confinement avaient eu un effet, ben, on nous aurait dit probablement, ben, écoutez, vous voyez, ça marche, il faut continuer. Là, on nous dit maintenant que ça ne semble pas avoir eu d'effet, donc il faut continuer encore. Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, en fait. C'est pour ça que, moi, je répète toujours qu'il ne faut pas s'en tenir à la dynamique sanitaire, parce que le reste est énorme et important. Et je le répète, la haine à l'égard des Québécois qui ont exercé leur droit d'aller dans le Sud est profondément inquiétante. Ouais, on sent vraiment que cette fracture sociale-là vous préoccupe beaucoup. Sébastien, un mot aussi là-dessus, parce qu'il y a aussi ceux qui blâment le gouvernement, qui disent, bien écoutez, comme ces experts là, qui sont sortis, ils sont plus de 300, qui disent, bien vous tenez pas compte des bonnes affaires, vous tenez pas compte des aérosols, la vaccination, ça va trop lentement. Il y a aussi ça, là. Oui, puis il y a eu la vaste hésitation sur le masque du gouvernement au départ. Scientifiquement, c'était pas démontré que c'était pertinent. Or, on nous a imposé le masque par la suite. Donc, en effet, mais le gouvernement, il jongle avec 12 balles en ce moment. Puis il essaie d'en échapper aucune, mais c'est sûr qu'il va en échapper certaines. Les voyageurs, par exemple, je comprends la colère de Christian envers ceux qui ont de la haine envers les voyageurs. En même temps, on s'était fait dire de ne pas voyager. Il y a des gens qui ont exercé leur droit d'aller voyager, mais c'est comme s'il y a un ras-le-bol actuel. Il y a comme un trop-plein en ce moment d'émotions et de fatigue. Et les gens, donc, ont la mèche courte. Ça excuse pas qu'ils aient de la haine envers les voyageurs qui ont exercé un droit légal, mais ça exprime un ras-le-bol actuellement, puis un besoin d'essayer de voir une lueur d'espoir. Puis la lueur d'espoir pour le gouvernement, c'est la vaccination, mais en même temps, ça a un côté négatif aussi, c'est que les gens peuvent peut-être relâcher leur garde en se disant, mais de toute façon, il va y avoir la vaccination. Alors, le gouvernement est pris là-dedans. Il improvise un peu, puis parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour combattre la COVID, mais ce qu'il essaie d'être, c'est cohérent. Des fois, il n'y a pas nécessairement toute la cohérence nécessaire, mais il essaie de conjuguer santé mentale, réussite scolaire, par exemple, maintien de l'économie et protection des gens contre la COVID. On va continuer à parler des voyageurs, mais des élus voyageurs. Alors, on a bien vu, c'est devenu pratiquement une chasse à l'élu. Qui a voyagé dans chacun des gouvernements provinciaux, gouvernement fédéral aussi? C'est étonnant le nombre qu'on est en train de trouver. Hein? Pierre Arcan, Yuri Chassin, il y en a 5 du côté des libéraux fédéraux. Écoutez, là, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est rendu. Du côté des Albertains, hein, le gouvernement provincial. Hélène, on sait que, bon, Sébastien disait, ça prend de la cohérence, oui, mais ça prend aussi, une sorte d'exemplarité, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que ça vous étonne qu'il y en ait eu autant d'élus qui se soient permis de voyager dans le temps des fêtes? Oui, absolument. Je mettrais quand même un petit bémol. Il y a certains des noms qui sont sortis qui ont effectué leur voyage quelque part en début septembre, en août, en octobre, quand là, le message était quand même un peu moins strict sur la question des voyages. Il faut garder à l'esprit que quand on calcule le nombre de députés qu'il y a à Ottawa et dans chacune des provinces, ça frise les 1000. Alors, ça reste un très petit nombre. Mais oui, vous avez raison, c'est frustrant parce que ce sont ces personnes-là qui nous disent de ne pas voyager et qui le font à leur tour. Moi, je m'interroge quand même sur les conséquences. Je pense par exemple à M. Arcan. Sa chef savait qu'il voulait faire ce voyage et ce n'est seulement que lorsqu'il s'est fait pincer parce que quelqu'un l'a vu là-bas que là, on nous annonçait des conséquences. Mais comment se fait-il que la chef n'ait pas exercé son autorité en amont en disant, écoute, ce n'est pas acceptable, je viens de faire une conférence de presse conjointe disant de ne pas aller en voyage. Si tu le fais, il y aura des conséquences. Même chose avec Doug Ford, il n'avait pas fait de menaces à ses députés. Il savait que son ministre des Finances allait là-bas. Finalement, il a fini par démissionner. Mais bref, j'ai un peu l'impression qu'ils se sont dit, si on ne se fait pas pincer, on le fait quand même et on gérera après, ce qui ne démontre pas un grand sens de responsabilité. Là. Christian, pour vous, est-ce qu'il y a une différence pour vous, Christian, entre une personne là, qui a un autre travail, peu importe, qui part dans le Sud, et un élu qui part dans le Sud en pleine période de confinement là, dans la deuxième vague? Oui, il y a une différence fondamentale parce que la tolérance de l'opinion publique à l'égard des élus ou des personnages politiques qui vont dans le Sud est nulle. Et on est en partie dans l'irrationnel là-dedans, parce que M. Arcan est allé quand même dans un endroit, la Barbade, je pense qu'il y a 3 cas, là, et puis il est allé dans sa résidence personnelle. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient allés dans le Sud comme ça, au sein du personnel politique. C'est quand même révélateur que dans un très grand nombre de cas, les chefs de parti étaient d'accord. Donc, c'est comme si maintenant, les personnages politiques, qui sont un peu hypocrites là-dedans, sont dépassés par la rage de la population. Parce que la population ne le prend pas. Puis on n'a pas parlé du 1 000 là, pour les 2 semaines de quarantaine. On s'en vient vers ça. Oui, on va en parler tantôt.
Donc, je dirais qu'il y a 3 niveaux, en fait. Les citoyens ordinaires, bon, ce qu'on appelle les touristes tata, de façon très méprisante. Bon, évidemment, ça passe pas dans l'opinion publique, mais il reste qu'il avait le droit de le faire. Mais il reste que quant au personnel politique, c'est évident. Quand on pense à M. Arcan, qui a été démis aujourd'hui de ses responsabilités, on voit que les chefs de parti n'ont pas le choix, en fait. Il faut vraiment qu'ils s'inclinent devant une opinion publique qui ne tolère pas ça du tout. Oui. Est-ce que ça va être différent, le résultat, pour M. Yuri Chassin, Sébastien? Parce que lui aussi est parti en voyage, il est allé au Pérou, mais dans son cas, il est allé retrouver un conjoint qu'il n'avait pas vu depuis 1 an, je pense. Est-ce que ça, on peut faire une catégorie à part en disant, bien, ce voyage-là, pour un politicien, c'est permis, mais pour M. Arcan, qui s'en va dans une résidence secondaire sur une île dans le sud, bien, ça, c'est pas permis? Oui, j'ose à peine utiliser la phrase mise en marché du voyage de M. Chassin, mais il a été présenté comme un voyage presque humanitaire, entre guillemets, parce qu'il allait rejoindre son conjoint qu'il n'a pas vu depuis 1 an, alors que Pierre Arcan allait pour se retrouver avec sa famille et ses petits-enfants. Donc, il y a comme 2 façons de présenter la chose. Et en effet, M. Arcan paie le prix, alors que Yuri Chassin, il n'y a pas grand monde qui demande des sanctions contre M. Chassin. Peut-être qu'il y en aura, mais ça a été autorisé par François Legault, le premier ministre du Québec, malgré l'interdiction qu'il avait envoyée à ses députés de voyager. Alors, dans la façon de présenter les choses, c'est comme si on blâme M. Arcan, qui a pourtant, semble-t-il, respecté toutes les consignes sanitaires à la Barbade et même avant d'y aller, et on ne blâme pas Yuri Chassin. Il y a comme dans l'esprit de certains libéraux, disons qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On verra si M. Legault n'est pas forcé de réagir parce que Mme Anglade a sanctionné justement son député. Exactement. Et moi, j'ajouterais à ça... On va y aller avec Hélène. Oui, Hélène. Oui, j'ajouterais quand même seulement à ça que dans la population en général, il y a des gens qui se trouvent dans des situations similaires, qu'ils attendent un proche qui est à l'étranger, qui attend un visa, une demande de citoyenneté, et eux, ils la subissent, cette situation-là. Il y a une dame qui nous a contactés plusieurs fois en début de pandémie parce que son conjoint était coincé aux États-Unis, il ne pouvait pas les voir. Je pense à cette députée fédérale du NPD, Nikki Ashton, qui nous a dit « Oui, mais moi, je suis allée voir quelqu'un de malade en Grèce. Oui, un proche, oui, je comprends, mais il y a combien de gens ici qui n'ont pas pu assister aux funérailles ou au dernier moment d'un proche, d'un être cher? Alors, il me semble y avoir quand même un certain 2 poids, 2 mesures. On trouve des excuses à nos élus alors que la population générale... Et c'est là où on sent qu'il y a très, très peu de tolérance actuellement. On va terminer, parce qu'il reste peu de temps, sur le fameux 1 000 $. Partez en voyage, recevez 1 000 $. On sait que l'histoire est plus nuancée, plus compliquée, que actuellement, le gouvernement libéral de M. Trudeau dit, écoutez, c'était pas ça l'intention, on va changer les choses. Mais Hélène, avez-vous... On va y aller rapidement pour faire un petit tour de table, là. Il reste une 30. Avez-vous l'impression qu'on va être capable de corriger la perception dans le gouvernement Trudeau là-dessus? Ça va être un peu difficile, mais je pense qu'ils s'en sortent bien parce qu'ils ont tout de suite réagi immédiatement en fin de semaine. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ça s'adresse seulement aux travailleurs. Un retraité qui revient, là, il ne peut pas avoir ça. Il ne faut pas que vous ayez de congés payés par votre employeur. Et il ne faut pas que le télétravail soit possible pour vous. Alors, même malgré tout ça, là, je ne suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens qui se qualifient à ce programme-là, de gens qui reviennent dans les faits, sauf qu'il reste voyage. Cette image, hein, les gens ont eu l'impression, ben c'est ça, vous prenez ça à la légère, les règles sanitaires, puis en plus, on va vous récompenser d'une certaine façon, Christian. C'est ça de la perception politique, là. Alors, ça ne repasse pas du tout. Moi, autour de moi, je n'en reviens pas à quel point il y a une orage contre ça. Et c'est injuste, quelque part, parce que c'est une brèche. Rappelons que, dans un premier temps, le gouvernement Trudeau a décidé de dépenser plus que moins dans cette crise-là, sous les applaudissements de tout le monde. Donc, ça fait partie de ça. Et rappelons aussi que ce n'est pas les Québécois qui sont allés dans le Sud qui ont demandé ce 1 000 $-là. Mais il reste que le mal est fait. Et on voit à quel point on est dans l'irrationnel, on est dans la vindication, et moi, ça m'inquiète. Oui. Dernier mot là-dessus, Sébastien? C'est la cerise sur le sundae pris sur le bord de la plage, dans le fond, parce qu'on est déjà fâché que les gens soient allés dans le Sud et en plus qu'ils puissent avoir accès à 1 000 $, même s'il y a d'énormes nuances à faire, comme Hélène l'a dit, sur le nombre de personnes qui vont avoir accès à ce 1 000 $ quand ils vont revenir de vacances. Savez-vous, ça a été un grand plaisir de vous retrouver en 2021. Évidemment, il y a des sujets récurrents qui vont revenir souvent. On va sûrement reparler de COVID encore très régulièrement en 2021. Bonne année encore et merci pour ce soir. Bonne année. Au revoir. Bonne année à vous aussi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.